Chaque printemps, des millions de jardiniers sont aux prises avec les mauvaises herbes qu'ils tentent de prévenir. La terre noire et pure qu'ils admirent signale souvent que la prochaine invasion a déjà commencé. Sous un pied carré de terre de jardin, des milliers de graines de mauvaises herbes peuvent rester dormantes. Beaucoup de ces graines n'ont pas besoin d'engrais, juste de la lumière, de l'humidité et d'un simple passage d'acier négligent. Dans le comté de Lancaster, les familles qui cultivent depuis des générations ont appris à ne pas nourrir cet ennemi souterrain. Ils ont construit des plates-bandes qui restent couvertes, humides, ombragées et hostiles à la germination sans pulvérisation annuelle. Ils ont utilisé du compost, du seigle, du trèfle, du thym et même du carton ordinaire pour priver les mauvaises herbes de leur chance. La science moderne des mauvaises herbes explique désormais pourquoi plusieurs de ces anciennes pratiques fonctionnent si brutalement et efficacement. Ce qui semble simple est en réalité un système multicouche qui attaque la pression des mauvaises herbes avant qu'elles ne se produisent. Une fois que le spectateur aura compris l'effet réel du labour annuel, le jardin ne sera plus jamais le même. Il existe une industrie de 12 milliards de dollars qui dépend du fait que vous ne sachiez jamais ce que je m'apprête à vous montrer. Chaque printemps, des millions de jardiniers américains se rendent au magasin et achètent des bouteilles d'herbicides pour pulvériser leurs terres. Nous faisons cela depuis des décennies. Les mauvaises herbes arrivent. Nous pulvérisons. Elles reviennent. Nous pulvérisons à nouveau. Et les entreprises qui vendent ces bouteilles gagnent 11 milliards supplémentaires rien qu'aux États-Unis. En outre, à 500 km à l'ouest de Manhattan, dans les terres agricoles vallonnées du comté de Lancaster, en Pennsylvanie, vit une communauté de plus de 44 000 personnes. Ces gens cultivent de la nourriture depuis plus de 3 siècles sans acheter une seule bouteille d'herbicide. Pas un seul. Pourtant, leurs plates-bandes sont plus propres que tout ce que la plupart d'entre nous ont jamais réalisé. Il y a quelques années, je me tenais entre des rangées de légumes amish, regardant le sol si propre qu'on aurait dit que quelqu'un avait passé l'aspirateur entre les plantes. Je me demandais ce que ces gens avaient compris du fait que le reste d'entre nous payons toujours pour ne pas apprendre. Comment ils le font sans produits chimiques, sans produits et sans voitures construites après 1850? L'industrie moderne des herbicides trouve ses racines commerciales dans le même boom chimique d'après-guerre qui a créé le tapis roulant des pesticides. Après la Seconde Guerre mondiale, les entreprises chimiques n'avaient pas besoin de nouveaux marchés pour les composés synthétiques qu'elles produisaient pour l'effort de guerre. Ces unités ont été reconverties du militaire au agricole presque du jour au lendemain. Voici la partie qui devrait vous faire arrêter. Le modèle économique n'a jamais été conçu pour être une solution permanente à votre problème de mauvaises herbes. L'objectif était de le gérer juste assez pour que vous reveniez la saison prochaine et en achetiez davantage. Ce n'est pas une conspiration, c'est de l'économie. Laissez-moi vous montrer la partie qui m'a le plus surpris. L'histoire qui m'a fait découvrir tout cela commence sous terre, dans un endroit auquel la plupart des jardiniers ne pensent jamais. C'est ce qu'on appelle une banque de graines de mauvaises herbes. Une étude de la Michigan State University a révélé que les sols agricoles contenaient entre 56 et près de 15 000 graines de mauvaises herbes viables par pied carré. Permettez-moi de le répéter. 15 000 graines dans un pied carré de votre sol, juste là, en ce moment. Voici la partie qui devrait vraiment vous alarmer. Ces graines ne proviennent pas toutes de l'année dernière. Certaines graines de mauvaises herbes peuvent rester viables dans le sol pendant 5, 10 ans, voire 20 ans ou plus. Il a été démontré que les graines de Velvet Leaf germent après des décennies sous terre. Vous pouvez désormais lutter contre les mauvaises herbes qui se sont déposées dans votre sol avant même que vous emménagiez dans votre maison. L'une des mauvaises herbes de jardin les plus courantes en Amérique, une seule plante de mouron peut produire plus de 72 000 graines en une seule saison. Une plante, 72 000 graines. C'est là que ça devient personnel. La plupart de ces graines ont besoin de 2 choses pour germer, l'humidité et la lumière. Ils peuvent ressentir même un bref éclair de soleil. Et que leur apporte cette influence? Labourer, creuser, retourner le sol. Chaque fois que vous cultivez votre jardin au printemps, vous déclenchez une loterie pour des milliers de graines enfouies.
Vous plongez la main dans le sol, vous les tirez à la surface, vous dirigez un faisceau de lumière vers eux et vous dites « Bonjour, il est temps de grandir ». J'ai fait ça pendant 25 ans. Chaque mois d'avril, j'allumais la barre et je remuais mes lits jusqu'à ce qu'ils ressemblent à la couverture d'un magazine. Sol sombre, moelleux et parfait. Et après 2 semaines, il y a chaque année un tapis de mauvaises herbes. Je pensais que c'était ainsi que fonctionnait le jardinage. Mon père l'a fait et son père avant lui. Il ne m'est jamais venu à l'esprit, pas une fois tous les quarts de siècle, que j'étais à l'origine de cela, que le fait de rendre le sol propre était précisément ce qui le rendait sale. Quand j'ai finalement compris la banque de graines, je me suis senti comme quelqu'un qui avait lavé le sol avec de l'eau sale pendant 30 ans et qui se demandait pourquoi il n'était jamais propre. Les Amish l'ont compris bien avant que la science ne les rattrape. Ils perturbent le moins possible leur sol. Ils ne cultivent pas chaque printemps. Ils construisent sur le dessus, s'ajoutent à la surface. Ils permettent aux graines de mauvaises herbes de rester enfouies dans l'obscurité où elles ne peuvent pas germer. Au fil du temps, des années, des décennies et des générations, la banque de graines diminue. Les graines suffisamment enfouies perdent leur viabilité. Ceux qui se trouvent près de la surface sont mangés par les coléoptères du sol et d'autres organismes du sol. C'est votre première étape pratique et c'est la base sur laquelle tout le reste est construit. Arrêtez de cultiver votre jardin chaque année. Si votre sol est déjà formé, vous n'avez pas besoin de le retourner. Au lieu de cela, répandez 2 à 3 pouces de compost bien assaisonné dans vos plates-bandes chaque printemps et laissez les vers et la biologie du sol travailler à votre place. Les Amish appellent cela la construction du sol, et ils le font dans les mêmes régions depuis 300 ans. Lorsque vous arrêtez de perturber le sol et commencez à y déposer de la matière organique, 2 choses se produisent. Tout d'abord, vous arrêtez d'exposer à la lumière les graines de mauvaises herbes enfouies. Deuxièmement, vous créez une barrière physique à la surface qui étouffe toutes les graines, essayant de germer par le haut. Chaque centimètre de compost que vous ajoutez représente un autre centimètre d'obscurité entre la banque de graines et le soleil. Si vous êtes dans des zones plus froides, 3 à 5, appliquez votre compost 3 à 4 semaines avant la date de votre dernier gel. Dans les zones 7 à 9 plus chaudes, commencez à la fin de l'hiver. Comprenez qu'il ne s'agit pas seulement de fertilité du sol, mais aussi de contrôle des mauvaises herbes. Les Amish n'ont pas de programme de contrôle des mauvaises herbes, ni de programme de santé des sols. Ils ont un seul programme. Le contrôle des mauvaises herbes est intégré à la santé du sol. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui ressemble à un manuel de chimie, mais qui se produit réellement dans les jardins Amish chaque automne et chaque hiver. C'est ce qu'on appelle l'allélopathie. Une fois qu'on a compris cela, on se rend compte que certaines plantes produisent leurs propres herbicides directement dans le sol. Lorsque les Amish ont fini de récolter leur récolte d'été, ils ne laissent pas leur lit nu pour l'hiver. Ils plantent des cultures de couverture. En particulier, de nombreuses familles Amish du comté de Lancaster et du comté de Holmes dans l'Ohio plantent du seigle d'hiver, et ce depuis des générations. Le seigle d'hiver produit un groupe de composés chimiques appelés benzoxazinone. Ces composés sont libérés par les racines lorsque la plante est vivante et par les débris en décomposition après sa mort. Et que font-ils? Ils inhibent la germination et la croissance des plantes voisines, y compris les mauvaises herbes. Pensez-y une seconde. Ce n'est pas un spray, ce n'est pas ce que vous achetez. C'est une plante vivante qui produit son propre désherbant chimique, le libérant de ses racines directement dans le sol environnant 24 heures sur 24 pendant que vous dînez à l'intérieur. Des recherches publiées dans Frontiers in Plant Science et soutenues par des travaux menés à Cornell et Penn State ont montré que les résidus de culture de couverture de seigle d'hiver peuvent supprimer la croissance des mauvaises herbes jusqu'à 95% pendant 30 à 60 jours après leur destruction. 95% sans une seule goutte d'herbicide, sans lever le petit doigt. Le sarrasin est une autre culture de couverture que les Amish utilisent pour une autre fenêtre. Le sarrasin est une culture de saison chaude qui atteint une couverture complète du couvert forestier en 2 à 3 semaines.
J'ai vu du sarrasin passer de graines nues à un solide tapis de fleurs blanches en moins d'un mois. Les racines envahissent le sol, les larges feuilles s'étalent, et pendant des jours, la lumière du soleil ne parvient plus au sol. Toute graine de mauvaise herbe qui tente de germer sous ce couvert est déjà morte. Il ne le sait tout simplement pas. Vous plantez du sarrasin entre les cultures de printemps et d'automne. Laissez-le tout étouffer pendant un mois. Coupez-le avant qu'il ne monte en graines et plantez une récolte d'automne directement dans les restes. Pas de désherbage, pas de pulvérisation, pas de sol nu exposé à la chaleur de juillet, qui serait autrement le meilleur moment pour que les mauvaises herbes explosent. La technique suivante est l'une de mes préférées. Cela semble presque trop intelligent pour être réel. Honnêtement, c'est la technique qui m'a fait le plus sourire lorsqu'un agriculteur amish près d'Intercourse, en Pennsylvanie, m'a expliqué son utilisation. C'est ce qu'on appelle un faux lit de semences, et il s'agit essentiellement d'un piège, d'une arnaque, d'un coup monté. Vous préparez votre parterre de jardin comme si vous alliez planter. Vous le nivelez en douceur, vous l'arrosez bien, puis vous ne faites absolument rien. Vous partez et attendez. En 1 à 10 semaines, des milliers de graines de mauvaises herbes proches de la surface germeront. Ils voient la lumière, sentent l'humidité et pensent qu'il est temps. Ensuite, lorsque ces minuscules pousses apparaissent à peine perceptibles, vous revenez avec une houe et grattez le demi-pouce supérieur du sol. La partie suivante est cachée à la vue de tous et est si évidente qu'il m'a fallu 20 ans pour la remarquer. Les jardins amish sont densément peuplés. Je veux dire plantés de manière dense et agressive. Il n'y a pas de sol nu entre les plants, ni de sol ouvert entre les rangs. Chaque centimètre est soit une culture, un compagnon ou un paillis vivant. Il y a une raison très précise à cela. Les mauvaises herbes sont des opportunistes, une façon naturelle de recouvrir le sol nu. Si vous laissez le sol nu, la nature le remplira de quelque chose que vous n'avez pas choisi. Ce n'est pas un défaut du système, c'est un système qui fonctionne exactement comme prévu. La nature ne tolère pas plus les sols nus que le vide. Les Amish travaillent avec ce principe au lieu de lutter contre lui. Si la nature exige que chaque centimètre carré de sol soit recouvert, couvrez-le vous-même avec quelque chose que vous souhaitez réellement y faire pousser. Prenez de l'avance sur la nature, remplissez l'espace avant que les mauvaises herbes ne le puissent. Entre les rangées de cultures hautes telles que les tomates et le maïs, les Amish plantent du trèfle hollandais blanc à croissance basse. Il reste court, dépassant rarement 4 à 6 pouces. Il fixe l'azote de l'air dans le sol, nourrissant ainsi gratuitement les cultures qui l'entourent. Cela crée un épais tapis vivant qui empêche physiquement les mauvaises herbes de germer. Lorsqu'il fleurit, il attire les pollinisateurs qui augmenteront la nouaison de vos tomates et courges. Ainsi, il nourrit le sol, combat les mauvaises herbes et améliore vos cultures en même temps. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelques modèles que j'ai suivis religieusement et qui font que l'approche Amish s'effondre complètement. Aucun jugement ici, car je fais chacun d'eux depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre. Le premier modèle est le labour chaque printemps. J'ai labouré parce que mon père le faisait et son père avant lui. Le bruit du moteur, l'odeur de la terre fraîchement labourée, cela semblait productif. Mais je produisais des milliers de graines de mauvaises herbes chaque année et je me garantissais un été de misère. Essentiellement, j'ai planté un jardin de mauvaises herbes chaque mois d'avril, puis j'ai passé chaque week-end de mai à septembre à m'en plaindre. Les Amish m'ont appris que le sol le plus propre est souvent le plus sujet aux mauvaises herbes, et que la surface la plus sale, recouverte de paillis, de résidus et de trèfle, est en fait la plus résistante aux mauvaises herbes. Le deuxième modèle consiste à arracher les mauvaises herbes et à laisser le sol nu. Quand j'ai arraché une mauvaise herbe, j'ai laissé un trou. Ce trou était une invitation ouverte pour la prochaine graine. Le troisième modèle consiste à garder le jardin trop propre. Le sol nu entre les rangées peut sembler organisé, mais il exclut l'habitat des coléoptères du sol et d'autres prédateurs du sol qui mangent les graines de mauvaises herbes. Une étude de Cornell a montré que les coléoptères du sol peuvent à eux seuls consommer jusqu'à 65% des graines de mauvaises herbes à la surface du sol en une seule saison. Pendant que vous dormez,
Une fine couche de paillis de paille ou une bande de trèfle entre les rangées offre à ses alliés un endroit où vivre et chasser. 65% des graines disparaissent sans votre intervention. Voici maintenant quelque chose que j'ai appris d'une famille Amish et que je n'ai jamais vu mentionné dans aucun livre de jardinage, sur aucune chaîne de jardinage ou dans aucune publication de service de vulgarisation. C'est une de ces idées qui semble d'une simplicité presque insultante jusqu'à ce que vous l'essayiez et réalisiez qu'elle résout un problème avec lequel vous luttez depuis des années. Lorsque les Amish préparent leur plate-bande au printemps, avant de planter un seul plant, ils font quelque chose qui semble presque étrange si vous ne l'avez jamais vu. Ils prennent des cartons aplatis, du carton ondulé marron uni, les mêmes cartons dans lesquels arrivent vos livraisons, et les placent directement sur la surface de leur plate-bande et allées. Ils chevauchent les bords de 3 à 4 pouces afin qu'il n'y ait aucun espace. Ensuite, ils recouvrent le carton de 3 à 4 pouces de paillis organique, paille, copeaux de bois, feuilles déchiquetées, tout ce qu'ils ont sous la main. C'est toute la technologie. Un morceau de carton et du paillis. C'est d'une efficacité destructrice d'une manière qui m'a fait me sentir vraiment stupide pour chaque dollar que j'ai dépensé en tissu paysager, en granulés de pré-émergence et en tapis anti-mauvaise herbe. Le carton est complètement opaque, empêchant 100% de la lumière du soleil d'atteindre la surface du sol. Contrairement au tissu paysager en plastique qui crée une zone morte en dessous qui étouffe la vie du sol, le carton est biodégradable. Il se décompose en une saison de croissance, environ 4 à 6 mois, selon l'humidité et la température. En se décomposant, il nourrit la population de vers de terre qui se trouve en dessous. Il existe un mot allemand qui traverse tous les aspects de la vie amish comme un fil dans une couverture. Gelassenheit. Cela ne se traduit pas uniquement en russe, mais le sens le plus proche est quelque chose comme la soumission à l'ordre naturel, l'abandon de la nécessité de tout contrôler. C'est ce que je veux que vous reteniez de cela. Arrêtez de labourer votre jardin chaque printemps, vous réveillerez l'ennemi. Couchez du compost par-dessus et laissez la biologie l'introduire. Plantez du seigle d'hiver à l'automne et laissez-le comme un tapis au printemps. Laissez la chimie faire ce que fait la chimie. Utilisez la technique du faux lit de semences avant la plantation. Laissez les mauvaises herbes passer en premier, puis tuez-les avant qu'elles ne fassent une différence. Plantez de manière dense, utilisez du trèfle entre les rangs, fermez le couvert tôt. Ne laissez pas le sol nu pour que la nature le remplisse avec quelque chose que vous n'avez pas choisi. Ajoutez du carton à vos allées et parterres ce printemps. Couvrez-le de paille ou de copeaux de bois. Cela ne coûte rien, ne prend que 30 minutes et constitue peut-être le changement le plus satisfaisant que vous apporterez à votre jardin cette année. Récupérez quelques cartons de livraison dans le garage. Aplatissez-les, mouillez-les, jetez un peu de paillis dessus et attendez. Lorsque vous reviendrez 1 mois plus tard et trouverez un sol propre, humide et riche en vers sans une seule mauvaise herbe en vue, vous vous demanderez pourquoi quelqu'un nous a jamais convaincus que la réponse se trouvait dans un flacon pulvérisateur. Les Amish font cela depuis 300 ans. La science confirme désormais pourquoi cela fonctionne. La seule chose qui manque, c'est de l'essayer. Si quelque chose de tout cela a changé votre perception de l'herbe, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous allez essayer en premier. J'ai lu tout le monde. Si vous avez trouvé cela fascinant, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. J'ai une connaissance approfondie de la façon dont les cultures traditionnelles du monde entier abordent tout, du compostage à la conservation des semences en passant par la gestion de l'eau.